Déjà, merci d'être là. Ça fait plaisir de voir des gens qui s'intéressent encore aux livres. Et qui se lève à une heure si matinale qui est 11h30 un dimanche. Waouh. Ouais. Donc, bienvenue oui, pour donc, cette table ronde sans table, mais où on va parler de livres libres. Alors, David et moi, on est toujours un peu embêtés parce que quand on nous parle de livres libres, nous, on pense beaucoup art libre. Oui. Enfin, ce qu'on disait hier, c'est on pense beaucoup au contenu Oui. et pas trop au contenant finalement. Oui. C'est pour ça que je suis là, parce que du coup, comme c'est moi qui vends des livres habituellement, vu que je suis libraire, je vais pouvoir retirer le sujet vers le vrai sujet, quoi. Donc, s'il part en art libre, je serai obligé de les fouetter. Donc, c'est vrai que tu vends des livres, parce que moi j'ai du mal. J'essaye, mais... Non, mais c'est vrai que quand on va utiliser déjà le mot livre, déjà c'est aussi bien le contenu que l'objet. Quand on conseille à quelqu'un un bon livre, c'est pas parce que c'est du bon papier et puis une belle couverture en carton, c'est le contenu aussi qui va surtout primer. Donc c'est vrai que moi et J, comme tu l'as dit, on est plus sur des créateurs de contenu libre qui vont se retrouver en papier, mais par rapport à la chaîne industrielle. Je me rends compte qu'on ne s'est pas présenté Ah oui. aussi, Ah ce ouais, qui pourrait être pas c'est mal. moche. On est parti du principe que tout le monde nous connaissait, Ouais. quoi. C'est hyper prétentieux de notre part. Oui, oui, oui. Ok. Parce que c'est vrai qu'on se connaît entre nous. Bah ouais, c'est Déjà. ça. Bon, alors du coup, moi, je suis bouquinette. Il paraît que maintenant, il faut que je me présente comme Magali Garnero, présidente de l'April. Et je suis aussi membre de Framasoft et je suis libraire. Je vends des livres, format papier, pas format numérique. Mais bon. Et j'ai à ma droite... Donc moi, J, je suis auteur de BD principalement, mais de plein d'autres trucs aussi. Et vous me connaissez peut-être pour les BD Grisbouille et anciennement le Geektionnaire. Et d'autres trucs comme Superflu. Mais si vous ne savez pas ce que c'est, venez sur mon stand et achetez-moi des bouquins. C'est bien, tu y as pensé cette fois. Et moi, je m'appelle David Revoy et je suis aussi auteur de bande dessinée, la bande dessinée Pepper et Carotte. Et oui, mais je suis très corporate en ce moment. Ça, c'est parce que c'est vrai qu'on voit souvent mes dessins, mais on voit pas à quoi je ressemble, donc je mets ça. Et puis voilà, donc la BD, c'est une BD libre, bien sûr, un webcomic, donc lisible en ligne. Je fais aussi une petite série hebdomadaire en 4 cases et une BD plus longue en fond. Et cette BD plus longue en fond va avoir des éditions papier, dont pas qu'en France. Il y a aussi en Allemagne, au Portugal, en Norvège. Voilà, c'est Pepper et Carotte a essaimé comme ça. D'ailleurs, c'est peut-être un peu une des spécificités aussi, alors peut-être pas forcément du livre libre, parce qu'il y a des gens qui font de l'art pas libre et qui font la même chose, mais le fait qu'on publie d'abord sur un blog, sur Internet, et qu'ensuite ce soit mis sur papier, il y a des questions de format et de choses comme ça qui ne sont pas forcément évidentes. Alors toi, Pepper et Carotte, tu l'as immédiatement fait sur un format qui ressemble à du A4, enfin du... non. Ah non, pas du tout. J'ai fait au format colonne, c'est-à-dire que dans le contexte, quand Pepper et Carotte sort, c'est là où un copain, il commence à y avoir les iPads qui arrivent, et cette manie que les personnes vont avoir de scroller comme ça. C'est plus sur ordinateur avec la roulette de la souris, donc ça remonte à peu près à 14 ans en arrière. Hein. Et il me dit, le futur de la BD, ça va être ça. Donc je fais une grande colonne comme ça, avec toutes les cases, les unes en dessous des autres. Et ce n'est vers que l'épisode 6 que je commence à voir que la communauté essaye de bricoler, à faire des impressions maison, des fois des recueils de photocopies dans des événements libres, et que mes strips commencent à casser les pieds à tout le monde. Et là, je vais refaire un refactoring, c'est-à-dire reprendre toutes les pages et à des fois rajouter des cases quand ça ne collait pas bien. Et donc maintenant, par exemple, de l'épisode 1 à l'épisode 6, il y a des pages qui sont maintenant formatées et avec des cases à des fois rajoutées comparées à l'original de première publication. Toi aussi, tu as commencé à faire de la BD sur blog et pas sur format papier. Ouais, effectivement. Et en fait, la première BD que j'ai vraiment faite pour le format papier, c'était les GKND, donc une série d'aventures sur des étudiants d'informatique. Et celle-là, je l'avais pensée pour du A4, et avec le recul, le format était vraiment pas bien. Et quand je l'ai ressorti en intégrale, je l'ai retravaillé pour que ce soit sur du A5 et que ce soit mieux mis en page. C'était ma première, donc je n'étais pas hyper au point. Et c'est vrai que pour Grisbouille, qui est mon blog actuel, effectivement, moi, c'est vraiment prévu pour le blog, donc c'est effectivement, au début, c'était même juste une longue image, parfois, qui faisait 10 000 pixels de haut. Et j'ai fini par
splitter ça en plein mal d'image quand j'ai voulu rendre le blog accessible. Ça, je pourrais vous en parler à une autre occasion parce que ça mériterait une conférence. Ce qui fait que maintenant, c'est plein de petites images et donc en fait, pour l'impression, c'est plus facile au sens où si tu veux imprimer toi-même, tu copies ça et normalement, même le navigateur, peut-être si tu fais impression, est capable de couper au bon endroit, j'imagine. Mais c'est vrai que du coup, pour la première fois qu'on a sorti les recueils de Grisbouille en livre, il y a eu un travail de réorganisation des BD. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que sur Inkscape, donc moi je travaille sur Inkscape qui est un logiciel libre, j'ai pris mes très grosses BD comme ça qui étaient très longues, et j'ai mis une grille, parce qu'on peut mettre des grilles, qui faisaient la taille des pages. Ouais. Et après, en fait, s'il y avait des trucs qui tombaient au milieu, à l'intersection de deux pages, je décalais, puis je réorganisais tout sur haut. Et en fait, de proche en proche, j'arrivais à organiser la BD sur un certain nombre de pages, quoi. Alors, des fois, ça tombait mal quand il y avait un gros dessin et un petit peu de texte où je ne pouvais pas en mettre deux sur la même page. Donc, il y a des pages où il n'y a pas grand-chose, c'est un peu espacé. Mais je m'en suis sorti comme ça, quoi. Ah, mais du coup, pourquoi vous passez du format blog à format papier? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pour mon cas, c'était vraiment par rapport à ces contributions d'impression, on va dire, un peu plus sauvages au début, parce que j'avais pas les prétentions éditoriales d'avoir des éditeurs qui arriveraient pour pouvoir éditer en papier Pepper et Carotte. Donc je me disais simplement, ça va faciliter le travail de la communauté. Et puis aussi, c'est vrai que j'ai cette tendance-là, moi, quand je commence un projet, je commence en mode foufou, je me fais pas des standards, tout explose au niveau créatif. Et après, je préfère réécrire, restandardiser en fonction de voir là où j'ai des motifs qui réapparaissent, des formats, là où ça pourrait. Donc voilà, Pepper et Carotte a été jonché comme ça, ce projet-là, de réécriture, de reprendre, de restandardiser, parce que par exemple, la toute première n'avait même pas de cases blanches tout autour. C'était des cases vertes tout autour, c'était des décorations différentes, une police d'écriture différente, et il y a eu tout ça. Et c'était au début simplement, je crois que c'était un Linux Fest en Allemagne qui voulait faire des recueils de photocopies avec Pepper et Carotte pour les distribuer comme un petit bonus, comme ça, pour les visiteurs qui faisaient des petites contributions, une petite donation. Donc je me suis dit, allez, là, je vois que ça va être un des usages, et j'avais envie de faciliter ça. Et ça a été un des premiers pas, justement, pour qu'un éditeur regarde et dise « Ah, ben ça, c'est transférable sur le papier, ce blog. » Oui. Et moi, je ne sais pas trop pourquoi j'ai fait des bouquins avec leur culte. Maintenant que tu poses la question. Non, en vrai, il y a un petit peu quand même un aspect économique qui va être un peu spécifique aussi à l'art libre. C'est qu'en fait, comme c'est libre, quand on fait des versions numériques, alors libre ne veut pas dire gratuit, on est bien d'accord, c'est un truc qu'on dit souvent dans le logiciel libre, mais ça implique quand même pas mal de gratuité au sens où même si je faisais payer mes versions numériques, à partir du moment où elles sont libres, vous auriez le droit de les partager gratuitement, et ce qui fait que quelque part, ça serait gratuit quoi qu'il arrive, quoi. Et c'est vrai que le fait de faire une version papier, le papier coûte forcément quelque chose, et donc c'est plus simple de gagner un peu d'argent sur le papier, puisqu'à partir du moment où tu vas le vendre au moins au prix de fabrication, et forcément tu vas en mettre un peu plus pour avoir une marge pour toi. Donc d'un point de vue économique, le bouquin, c'est un des trucs sur lesquels tu vas forcément, entre guillemets, gagner de l'argent en faisant de l'art libre, ce qui est moins évident avec le numérique, même si évidemment il y a des modèles économiques qui sont différents. Enfin moi, le premier, je fais du crowdfunding, toi c'est pareil, tu as des trucs sur Tipeee, Patreon, tout ça. Donc il y a aussi ce truc-là, quelque part, le numérique implique un peu une certaine gratuité de plein de choses. En tout cas, comme ça réduit les frais de copie au maximum, ça coûte quasiment rien d'héberger un EPUB en vrai. Donc tu peux le donner sans que ça ne te coûte quoi que ce soit. Comme sur des produits physiques, il reste un coût, il y a cet effet économique que tu peux gagner des sous dessus. En pratique, on ne gagne pas grand-chose. Alors du coup, si tu gagnes des sous, t'es riche. Vous êtes riches tous les deux. Vous êtes milliardaires, non? Mais, totalement. Non, non, pas du tout. Pour donner un ordre d'idée, moi, je gagne moins que le SMIC, de façon mensuelle, hein, en recoupant tout et ça, et bien moins, en plus sans les avantages et avec des week-ends de travail et compagnie. Enfin, voilà, tu travailles pour la passion. Mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et c'est un choix de vie, hein, après. Oui. Oui, alors effectivement, on ne gagne pas grand-chose. Et notamment, moi, en fait, je gagne, comme un peu dans le même cas que David, c'est-à-dire que je gagne moins qu'un SMIC, pareil, plutôt pas mal moins qu'un SMIC. Ah oui. Mais, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si je regarde dans tout ce que je gagne, les ventes de bouquins, c'est très peu.
En fait, la majorité de l'argent que j'ai, et toi ça doit être pareil, c'est le financement participatif en fait. Complètement, C'est ça. complètement. Et bon, après, il faut aussi, c'est un truc que je dis souvent quand on parle comme ça de libre, en disant, ah oui, mais du coup, vous faites du libre et vous en vivez pas. Il faut savoir que, en fait, de manière générale, les artistes ne vivent pas de leur art. Alors, j'ai plus les chiffres exacts parce que je les ai pas notés, mais il y avait un rapport de l'AGSA, donc l'AGSA, AGSA, qui est la sécu des auteurs-autrices, avait fait un rapport et je crois que c'était 85% des affiliés gagnaient moins d'un SMIC. Et les affiliés, il faut déjà y être, quoi. Je veux dire, si vous faites de l'auto-édition, tous les gens qui balancent un peu des trucs comme ça sur Internet, il y en a plein qui sont juste pas affiliés du tout et qui gagnent clairement moins qu'un SMIC. Donc en fait, l'immense majorité n'en vit pas. La plupart des gens qui écrivent, en fait, ont souvent un boulot à côté. Soit c'est un boulot alimentaire vraiment parce qu'ils préfèrent faire de l'art, soit en fait, l'écriture c'est juste un hobby à côté. Ouais. Et en fait, on a une vision très déformée parce qu'il y a quelques Amélie Nothomb qui vont être effectivement millionnaires et tout, mais c'est vraiment des exceptions, quoi. Ah oui, c'est un petit pourcentage, hein. Même dans le milieu de la bande dessinée, ça je le sais. Je sais que j'ai un rapport avec la bande dessinée papier dans Pepper et Carotte qui est un peu comme un produit dérivé. C'est-à-dire que pour moi, mon produit principal, c'est toujours le webcomic, c'est toujours une BD qui doit se regarder sur écran, et on va dire que c'est plutôt un objet de fan ou un objet comme ça, comme une figurine, la version papier, pour l'avoir dans son étagère, pour pouvoir avoir un vrai bout, quoi, dans le réel, quoi, voilà. Mais j'ai ce rapport-là de me dire c'est pas le support premier, alors que je vois par exemple que pour les bibliothèques ou pour les librairies, bien sûr, Pour les gens qui veulent se faire dédicacer ton livre. oui. Et en France, on a encore le côté où quand un éditeur prend un éditeur, surtout quand c'est un grand éditeur avec une chaîne de distribution. J'ai la chance d'être édité chez Glénat, là, qui ont une grande distribution en France dans beaucoup de magasins. Par rapport aux bibliothèques, par rapport à ça, c'est comme une intronisation, quoi. Ça met tout de suite une aura de « Ah oui, ça c'est important à lire », alors que quelque part, pas du tout. Je veux dire, c'est un choix éditorial de leur part, mais qui pourrait être motivé, je sais pas, par des métriques Internet, par ça, et pas peut-être par des motivations artistiques. On ne sait pas. Mais il y a encore le côté de l'éditeur qui donne de la crédibilité à une série. Beaucoup. Euh, je trouve ça triste parce qu'il y a beaucoup de très bons webcomics qui valent le coup, mais qui n'ont pas cette chance-là. Ça aussi, c'est avoir beaucoup de chance. Où tu as aussi pas mal de bouquins, moi le premier, qui sont en fait auto-édités. Donc en fait, il y a un objet papier, mais il n'y a pas l'aura effectivement d'une maison d'édition derrière. Il n'y a pas aussi les canaux de distribution. Ça, c'est ça en fait le plus compliqué lorsque tu t'auto-édites. C'est en fait, moi, mes livres, vous pouvez les trouver que sur Internet ou chez Bookinet. Mais voilà, je ne suis pas distribué dans des canaux de distribution classiques, donc vous ne pouvez pas rentrer dans une librairie et dire je voudrais bien commander le dernier Chris Bouille ou un truc comme ça. Si, tu peux rentrer dans une librairie, tu peux demander au libraire, et c'est là où vous voyez si le libraire est efficace ou pas, parce qu'il va faire l'effort d'aller chercher le livre. Parce qu'on peut commander tes livres en tant que libraire si on le veut. Oui. Non, je dis ça, non. Voilà quoi. Et ça représente combien de pourcentage par rapport à ta vitrine de livres indépendants comme ça qui ne sont pas chez des grands éditeurs? Alors je suis un mauvais exemple de libraire, parce que moi j'ai plein de petits éditeurs pas connus que j'ai envie de soutenir. Et tu dis que tu faisais l'auto-édition, mais tu ne fais pas que de l'auto-édition, puisque ton dernier livre, Ouais. Sortilège du syndicat, est sorti chez PVH Édition. Alors c'est vrai, et du coup là, moi la question de la licence libre, elle est importante parce que moi j'étais toujours parti du principe que faire de l'art libre c'était incompatible avec le fait d'être édité par une maison d'édition classique. Et en fait, ça va être vrai dans pas mal de cas. On va avoir deux exceptions, du coup, dont on peut parler avec David. Donc lui, son exception avec Léna. Oui. Et moi, mon exception avec PVH. Alors en fait, il y avait une autre exception qui était Framasoft, qui faisait la maison d'édition Framabook. Mais c'était pas une maison d'édition au sens classique du terme, au sens où il n'y avait pas non plus de canaux de distribution. Et de même, en fait, c'était pas non plus distribué dans les librairies, tout ça. Donc, c'était pas de l'auto-édition, mais ça s'en rapprochait presque. Et Je te laisse finir et après je parle de celui-là parce que ça fait une 4e édition qui fait du libre. Et donc, moi, je m'étais toujours dit, ça sert même à rien que j'essaie de contacter des maisons d'édition pour essayer d'être publié, parce que je pense qu'on va me dire, ah oui, mais par contre, si on publie, c'est exclusivité, et puis hors de question que le truc soit distribué gratuitement sur Internet.
Et en fait, effectivement, j'ai été contacté par PVH Édition, qui est une maison d'édition suisse. Et il faut que je remercie Plume, que vous connaissez peut-être pour ça, parce que c'est lui qui avait pris mon bouquin, enfin qui avait acheté mon bouquin Working Class Heroic Fantasy, que j'auto-éditais à ce moment-là, et qui l'a filé à son éditeur, donc Lionel Jeannera, que je salue au passage, qui est le directeur de publication, ou je ne sais pas comment on dit, le gérant de PVH Édition, et qui a bien aimé, et du coup m'a proposé d'en faire une nouvelle édition dans sa maison d'édition à lui, donc avec une vraie distribution en librairie. Donc on a changé le titre, c'est devenu Sortilège Syndicat, parce qu'on m'a dit que c'était pas bien de faire un titre anglais pour un bouquin en français. Ça veut dire que je suis pas très très bon en com, hein, mais bon. Et lui, en fait, a fait le pari de passer toute sa collection sous licence libre. Donc il a fallu discuter avec des auteurs-autrices qui n'étaient pas sous licence libre. Et il a réussi à convaincre tout le monde, hein. Donc c'est félicitations à lui. Parce que je pense que c'est pas simple, hein, pour des gens qui sont pas habitués à ça, de leur dire oui, maintenant vos écrits, tout le monde va pouvoir les copier, éventuellement les modifier s'ils n'aiment pas la fin et tout. Bon, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu attachés à leurs œuvres comme ça. Moi, je n'ai pas ce souci, mais donc voilà. Et donc ça, c'est une super expérience. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Lionel nous dit régulièrement que le fait d'être passé sous licence libre n'a eu aucun impact négatif sur les ventes. Donc comme quoi, c'est pas du tout antinomique, quoi. Et du coup, pour Glénat, si tu veux. Oui. Non, moi je vais aller expliquer la chaîne du livre pour qu'ils comprennent ce que Oui. c'est l'avantage de. Donc, quand on écrit un livre, un auteur, on va passer par un éditeur. L'éditeur, il va publier, il va faire appel à des imprimeurs. Ensuite, il va faire appel à un représentant qui va aller dans plusieurs librairies, qui va essayer à tout prix de placer ses bouquins, si possible ceux qui sont sûrs d'être vendus. Le libraire, au contraire, il va vouloir en prendre le moins possible, parce que il veut pas non plus se surstocker, et donc il va prendre que ce qu'il est sûr de vendre, ou ce qu'il aime, ou ce qu'il a envie de soutenir. Et donc, le livre va être vendu. Je pars du principe que le livre est vendu. Et ensuite, le libraire va faire le choix de recommander le livre. Et là, il passe plus par le représentant, il va passer par la logistique qu'on appelle le gros distributeur. Si vous voulez savoir qui gagne de la thune dans le monde du livre, c'est le distributeur. C'est pas tous les autres que j'ai cités avant. Voilà. Et le distributeur qui a beaucoup d'argent parce qu'il fait payer les transports, il fait payer le stockage, va renvoyer le livre qui a été vendu au libraire. Ça, c'est quand ça se passe bien. Okay. Quand on est auto-édité, on n'a pas le représentant, on n'a pas l'éditeur qui va faire son travail de faire de la mise en page, de la correction, on n'a pas la logistique, on va passer par la poste, on va se taper des délais, on va se taper des frais de transport, bref. C'est compliqué l'auto-édition. Moi, je suis en admiration devant les gens qui se lancent là-dedans. Mais effectivement, le fait de passer par Glénat ou de passer par PVH font qu'il y a toute la logistique qui va s'installer et qui fait qu'on va pouvoir trouver des livres facilement en librairie. En tout cas, on va pouvoir les commander sans que le libraire râle, parce que ça va lui prendre du travail de savoir où commander. Et donc, toi, avec Glénat, comment ça s'est passé ? Alors, je pense que Glénat, c'est toujours difficile parce que je n'étais pas là dans la réunion où ils ont décidé. Donc, c'est des suppositions, beaucoup. C'est qu'il y avait un peu une époque, vers 2014, par là, entre 2010 et 2014, de recherche sur des talents du net ou des choses qui fonctionnent sur le net, et de vouloir faire une sorte de laboratoire expérimental, de mettre des choses en vitrine qui viennent un peu de la scène indépendante. Voilà. Et puis ils ont vu Pepper et Carotte, et un jour je reçois un email avec est-ce que tu peux nous mettre quelques pages comme ça dans un PDF ? On fait une réunion, je vois le @glena.com. Oui, en deux secondes, j'ouvre LibreOffice, Draw, je mets les pages, j'envoie, hop. Et puis, il me recontacte, il me dit, est-ce que tu auras un numéro de téléphone ? Parce qu'on vient de faire une réunion et on est intéressé. Donc, au téléphone, là, je leur explique un peu tout le délire, c'est-à-dire que la bande dessinée est faite uniquement sous des logiciels libres, sous un système Linux, avec une licence Creative Commons, donc aussi de la culture libre. Et donc, voilà, le directeur de collection va dire mais c'est un délire, voilà, je connais pas tout ça. C'était vraiment, tu as un univers, tu as réussi avec une niche que je connais pas du tout, des personnes, une communauté. Il dit j'aimerais bien qu'on reste dans cette édition-là, qu'on respecte tout ça. Donc tu vas nous dire un peu qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc la première chose qu'ils m'ont dit, c'est est-ce qu'on te fait un contrat d'édition ? J'aurais dit non, moi j'aimerais que simplement on signe qu'on est d'accord qu'on va respecter vraiment la Creative Commons, et je ne veux pas de contrat d'édition, je ne veux pas non plus de royalty. Il faut savoir que sur tous les albums de Pepper et Carotte vendus, je ne touche rien directement en proportion des ventes.
Je vais avoir simplement Glénat qui va venir parmi mes mécènes sur le site Patreon, et à chaque fois que je sors un épisode, ils vont donner une certaine somme, c'est mon plus gros mécène. J'ai préféré travailler comme ça. Donc, Mais ça, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui... T'as reçu pas mal Oui. de shitstorm, on pourrait presque dire, au moment où il y a eu ça, parce qu'il y a des gens qui, je pense, avaient l'impression que Glénat faisait ça pour t'entuber, alors qu'en fait, c'est toi qui as demandé ce truc-là pour rester indépendant, en fait. Oui, parce que avant Pepper et Carottes, j'ai aussi une expérience dans le livre. Je faisais des couvertures de livres sur pas mal de séries. J'en ai fait des dizaines et des dizaines. Et donc, je connaissais déjà les problèmes de courir après les royalties, c'est-à-dire de courir après cette petite somme en fonction des ventes. Il faut savoir qu'il n'y a que récemment qu'il y a des structures qui commencent à être indépendantes entre les éditeurs et les auteurs pour pouvoir faire un peu l'arbitre du nombre de ventes. Avant, c'était l'auteur qui devait demander à l'éditeur combien il en a vendu pour avoir le pourcentage. Donc, c'est vrai que l'éditeur, dans ce cas-là, était arbitre pour dire non, ça c'est pas trop bien vendu, faut pas réclamer beaucoup, ou voilà, ou cacher, par exemple, dans mon cas, c'était caché que mes livres étaient republiés dans d'autres pays. Mon contrat, par exemple, disait que je gagnais un pourcentage nouveau à chaque republication, et c'était moi qui les découvrais sur Internet et qui leur disais. Et puis à chaque fois, c'était le même discours. Oh, on était débordés, on n'a pas vu, voilà. Et c'était récurrent. Et moi, c'est une des choses qui m'a usé en fait quand j'étais freelance dans ce milieu-là. Donc, quand j'ai fait Pepper et Carottes, je me suis dit si je gagne si je gagne un pourcentage sur des ventes, je vais vite fait me transformer moi-même en commercial du produit Glénat quelque part. Parce qu'une incitation, tout d'un coup, à en parler tout le temps sur mon blog ou sur quelque chose là, je voulais être détaché de ça et de me dire qu'ils s'en vendent 10 000 ou 5, ça ne me touche pas, quoi. Je vais mettre un bémol sur le travail des éditeurs. C'est pas forcément des escrocs, même s'il y en a Non, certains. je Voilà. voulais pas donner cette Il faut savoir que quand un éditeur arrive à placer des livres en librairie, le libraire a 1 an pour vendre ses livres. Et après, ça fait ce qu'on appelle le compte ferme, c'est-à-dire qu'il est obligé de les garder. Mais avant ces 1 an, il peut faire ce qu'on appelle des retours, où il va renvoyer à l'éditeur les invendus. C'est-à-dire qu'au départ, l'éditeur il a l'impression d'en avoir placé 1000 dans plusieurs librairies. Et puis au bout de 9 mois, il s'en récupère 650, ce qui peut faire très mal dans ces cas-là. Et donc, s'il commence à payer régulièrement les auteurs par rapport à ce qu'il a vendu, à un moment donné, il devra leur dire alors attendez, j'ai eu des retours, donc vous allez me rendre de l'argent. Donc, ils ont tendance à étaler le plus possible le temps où on payait leurs auteurs, ce qui est moche, mais ce qui est compréhensible, pour être sûr qu'au bout d'1 an, ils sont sûrs qu'il n'y aura plus de retour. Et donc là, ils pourront dire on a vendu tant de livres, ils ne seront pas trompés et ils ne seront pas obligés de rembourser. Voilà, donc petit bémol éditeur qui est important. Voilà. Donc ils attendent toujours au moins 1 an après la parution pour pouvoir sortir des vrais chiffres, en tout cas des chiffres qui ne vont pas les pénaliser. Oui, c'est vrai que, comme tu as dit, je ne voulais pas dire du mal de ce travail, qui est un travail de sélection, de correction. J'ai travaillé avec des très très bons éditeurs qui sont devenus des amis et tout ça, donc je ne voulais pas dire du mal aussi de l'autre côté escroquerie, mais on est sur des boîtes qui sont assez grosses, qui ont des départements légaux, des départements financiers, et à des fois, en tant que petit auteur en face de ça, on peut se retrouver dans une machination qui fait que, on a l'impression d'être pas grand-chose. Et du coup, Bouki, tu voulais nous montrer ce bouquin ? Alors, je vais juste faire un sondage dans la salle, comme ça je vous fais participer, ça va réveiller ceux qui dorment. Qui est sur Mastodon ? Ok. Dans ceux qui sont sur Mastodon, est-ce que vous connaissez Agneau, le mouton à 5 pattes ? Ok. Moi, j'ai découvert sur Mastodon et j'ai appris hier en rencontrant un des auteurs, des scénaristes, qu'on ne le trouvait que sur Mastodon. C'était un choix qu'ils avaient fait. Donc, on est des vénards, en fait. Et que là, il y a un livre qui vient de sortir, c'est assez récent. Et ils sont passés par un éditeur qui s'appelle Édition des Trois Canards, que je ne connaissais pas, parce que c'est un tout petit éditeur qui se diffuse lui-même. Mais moi, en tant que libraire, j'ai réussi à avoir le livre en moins d'1 semaine, ce qui est quand même assez remarquable. C'est assez rare pour les petites maisons d'édition. Et j'ai découvert que ce livre est sous licence libre. C'est un CC BY SA, ce qui est très, très rare. Ce qui est logique, puisqu'on retrouve toutes les bandes dessinées sur Mastodon. Voilà. Mais ils ont quand même fait le choix de faire un livre. Alors, je ne sais pas si le scénariste est là.
Non, je l'aime quand même. En tout cas, je sais que le dessinateur n'est pas là. Et si vous ne connaissez pas Agneau, c'est un petit mouton à 5 pattes de couleur verte qui se retrouve dans un cheptel de moutons, dans une ferme. Il est entouré par un berger qui a réussi à le persuader que pour manger de l'herbe, il faut qu'il donne sa laine. Il y a un chien de berger qui est là pour les surveiller. Et bien sûr, il y a un loup qui est un peu la menace. Et en fait, c'est une critique de notre société qui est extraordinaire puisqu'elle est faite sous la forme de l'humour. Elle dénonce personne, mais quand on lit, on comprend. Voilà, il n'y a pas à dire. Et je vais continuer la pub. C'est 16 € et vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies. Voilà. Bon, si vous êtes sur Paris, venez me voir. Voilà. Et si vous préférez le lire, vous allez sur Mastodon, vous cliquez sur le profil de Calam ou Agneau et vous pouvez vous passer à peu près 4 ou 5 heures de déconne. Ça fait du bien au moral après certaines dissolutions d'assemblée ou élections municipales. Ou, surtout que quand tu le suis en direct, ce qui est bien, c'est que des fois, il poste une BD et tu sens que c'est en rapport avec un événement assez récent. Un Premier ministre qui a duré 2 minutes ou des trucs comme ça. Effectivement. Et donc, c'est sous licence libre, donc vous pouvez vraiment y accéder facilement sans acheter le format papier. Vous pouvez acheter le format papier pour soutenir les auteurs, ça ne fait pas de mal. Vous pouvez aussi leur faire des dons, et ainsi de suite. Et j'aime bien ce choix d'auteurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres sous licence libre. Tout est plutôt fermé avec un droit d'auteur complexe, avec des auteurs qui sont payés ou pas payés, ou ainsi de suite. C'est compliqué. Et je pense que c'est bien de soutenir tous les livres qui sont sous licence libre parce que on ne les trouverait pas forcément facilement et ils ont besoin d'être soutenus. Ce que j'aime beaucoup avec les livres en tant que contenu dans le libre, c'est que tout d'un coup, ça fait un bac à sable commun. C'est-à-dire que par exemple avec J, on va pouvoir faire des bandes dessinées à des fois, c'était voilà, des questions-réponses en mélangeant nos personnages. Parce que la licence est compatible et je sais que J ne m'attaquera pas si je reprends un de ses personnages. C'est-à-dire que même s'il voulait aller au tribunal et ça, comme il y a la licence, je suis aussi également protégé. Protégé de penser dans son univers. La chose que je ne peux pas faire, par exemple, sur Star Wars, Dragon Ball ou Zelda. Là, je sais que j'aurai Nintendo directement sur le dos. Alors, tout dépend. Alors, parce que tu vois, moi, j'ai fait un jeu vidéo qui s'appelle Sale Gosse, et dedans, il y a une parodie des cartes Pokémon qui s'appelle les Silly Mon, et il y a plein de trucs débiles dedans. Et il y a des références à d'autres trucs. Il y a une carte en référence à Pepper et Carotte, évidemment. Il y a un petit Mickey dessiné, parce que Mickey est dans le domaine public, le tout premier depuis quelques années. J'ai fait gaffe à dessiner vraiment le premier, parce que sinon Disney, voilà. Et donc, ce qui fait que j'aime bien parler de ça, parce qu'il y a les 3 exemples de ce qu'on peut un peu utiliser. Donc, toi, c'était licence libre. Mickey, domaine public. Et en fait, il y a d'autres trucs. Il y a des parodies de Yoda, de trucs comme ça, droit de parodie, que tu peux utiliser. Oui. Alors, ça peut être casse-gueule, mais normalement, en France, on a ce truc qui est une exception au droit d'auteur, où, en fait, si tu fais une parodie d'une œuvre connue, tu n'as pas besoin de demander l'autorisation et tu n'as pas forcément de droit à payer au truc de base. C'est une exception qui est très française, du coup, je ne sais pas trop comment ça se passe s'il y a des trucs internationaux, mais bon. Oh. Alors, international, bien souvent, ça va être le droit américain qui va, parce que les grosses plateformes de diffusion maintenant sont toutes plutôt basées sur le droit américain. Et donc, il va y avoir la règle du fair use. Et d'après ce que je me rappelle, elle était en 4 points. Et sans aller sur les points spécifiques, en gros, c'est on se fait attaquer et c'est un tribunal qui va voir si on utilise le personnage dans un cadre qui... Alors déjà, si on l'utilise de façon économique, c'est-à-dire pour un truc commercial, là, aux États-Unis, c'est mort. C'est déjà... Voilà, c'est le truc immonde. C'est « Ah, vous faites de l'argent avec ma propriété ». Là, c'est horrible. Si on l'utilise, par exemple, je fais un personnage avec un petit chapeau vert, comme dans Zelda, pour Link, le personnage. Dans ma BD, si je ferais ça. Eh bien, là, le jury devrait statuer si la ressemblance, elle est pour me faire mousser et puis pour que ma BD gagne plus en faisant cette référence, ou si c'est pris comme simplement un caméo qui est là pour pouvoir faire un clin d'œil à ce personnage.
Et donc, ça va être une zone grise. Il y a des jurés qui sont là pour pouvoir regarder. Donc, C'est là le mot fair use, c'est l'usage fair, c'est juste, enfin raisonnable, quoi. oui, ou, raisonnable. ouais, c'est ça. Mm. Et oui, du coup, il doit statuer si c'est un usage qui est raisonnable ou pas, ce qui est Oui. flou quand même. Donc c'est du cas par cas et il n'y a rien de vraiment légiféré, principe, règles et compagnie, quoi. Oui, et on estime qu'à partir du moment où on se fait attaquer, rien qu'en frais de justice, c'est déjà t'as perdu, quoi. C'est rien qu'en temps que tu vas mettre, et ça, parce que après, une fois qu'on fait ce premier procès, on peut réattaquer pour dire truc abusif. Et voilà, donc pour essayer d'avoir gain de cause, pour rembourser ses propres frais de justice, c'est sans fin. Donc le but, c'est, pour moi, par exemple, c'est de absolument pas toucher à cette zone grise, parce qu'il y a trop à perdre par rapport à ce qu'il y a à gagner. Mais je me rappelle, une fois, j'ai fait un petit dessin, une nana, comme ça, je fais un petit design de coiffure un peu spécifique, que je crois avoir inventé. Je la poste, et puis il y a tout le monde dans les commentaires qui vont dire « Oh, tiens, un fan art de un tel personnage ». Parce qu'il y a tellement de personnages manga avec tellement de designs différents qu'il y a beaucoup de propriétés intellectuelles. C'est très dur de faire quelque chose qui soit original. On a l'impression, en faisant des boucles ou quelque chose, de faire quelque chose d'original. Ah non, c'était quelque chose qui était déjà utilisé, très caractéristique d'un personnage que je ne connaissais pas. Donc on peut aussi se faire attaquer malgré soi. Le plagiat involontaire, c'est un truc, oui. C'est un truc qui arrive. Hein. Ouais. Mais ça arrive même sur des blagues, tu vois. On dit la blague là, tu l'as piqué à tel truc, et je connais pas, mais oui, on a eu la même idée, quoi. Ah oui. Ça En arrive. faisant mes petites BD en 4 cases, ça m'arrive souvent qu'on me dise ah, la blague, elle a déjà été faite dans telle série et tout. Et alors que moi, quand je fais une blague qui a déjà été faite et que je le sais, je le dis. Du coup, je dis j'ai piqué la blague. J'ai déjà fait des références à The IT Crowd, je l'ai mis, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas l'intérêt en fait de faire semblant d'avoir. Tu sais que les gens vont le découvrir, quoi. Donc bon. Et puis il y a le plagiat volontaire, où les gens espèrent que personne ne va s'en rendre compte. Hein. Je vous laisse ouvrir Soumission de Houellebecq, qui est un copier-coller de Wikipédia. Donc ça arrive aussi. Hein. Ou Gad Elmaleh. Voilà. Genre, on s'est pas rendu compte qu'il avait que traduit, c'est ça. Ok. Tu veux dire autre chose? Je ne sais pas. Tu as encore 22 minutes et 40 secondes. De quoi on n'a pas parlé dans le livre libre? L'avenir. Alors moi, je peux te répondre sur un petit point sur le futur du livre format papier. Il y a 25 ans, quand j'ai ouvert ma librairie, il y a 20 ans, mais j'ai commencé il y a 25 ans en librairie, ça ne me rajeunit pas. Mais quand on fait un métier qu'on aime, on ne vieillit pas, c'est bien connu. On m'a dit, la librairie, dans 10 ans, c'est mort, parce qu'il y a le livre numérique qui existe. Et c'est vrai que dans certains pays d'Europe, le livre papier a vraiment disparu. En tout cas, la diversité, la richesse qu'on peut avoir en France, s'est diminuée. Mais en France, les éditeurs, ils ont fait un truc extraordinaire. Pour combattre Amazon, ils se sont alliés à Apple pour faire des formats numériques hors de prix. Vraiment hors de prix, quoi. Il y a très peu de livres numériques en PDF, en EPUB, en ce que vous voulez, qui sont en dessous de 10 €, pour justement ne pas tuer le format papier. Alors, c'est formidable parce que je suis toujours libraire, alors que logiquement, j'aurais dû disparaître. C'est dommage parce que quand tu veux lire du numérique, mieux vaut le lire en anglais. Ça te coûtera beaucoup moins cher que de le lire en français. Donc, le format numérique français se limite à 11% des ventes et n'augmente pas parce que beaucoup trop cher. Qui va les payer 15 € un format numérique alors que dans 18 mois, il y a le format poche qui va sortir à 6 ou 7 €? Personne. Enfin, si, mais pas grand monde, quoi. Donc, on me dit souvent que le métier de libraire va disparaître, le papier va disparaître. Et autant il y a 25 ans, j'y croyais. Maintenant, j'y crois encore, mais pour d'autres raisons. Je pense que c'est juste sur quoi avez-vous appris à lire? Qui a appris à lire sur du format papier? Ok. Qui a appris à lire sur du format numérique? Bon, écoute, on a encore de la chance alors. Donc, il faut savoir que maintenant, dans certaines écoles, les livres en primaire sont remplacés par des tablettes numériques. Et je pense que quand on a appris sur du tablette numérique et que le numérique est le standard pour nous, on va continuer en numérique et pas forcément en format papier. Donc, je ne ferai aucun pronostic, mais si pendant encore 20 ans, on pourrait vendre du vivre jusqu'à ce que j'arrive à la retraite, ça m'arrangerait. Et après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, mais je pense qu'effectivement, le format papier est de plus en plus menacé, mais pas forcément, en fait. Voilà, donc
Je voudrais Par contre, poser pour la question, qui ici a une liseuse? Oui, majoritaire quand même, hein. Et c'est votre format pour consommer justement ou c'est simplement vous l'avez et puis vous préférez les livres? Je sais que voilà, là c'est dur de voter parce que c'est pas vraiment une vraie question, mais Alors, je oui, oui. répète la réponse. Ah oui. Ah oui. Donc, c'est Alice, c'est ça. Alice lit sur tablette numérique, et non pas sous liseuse, les livres qu'elle n'arrive pas à trouver autrement. Il y en a d'autres qui lisent sur numérique. Je vois un doigt. Je vais pas te dire ça. Bonjour, je m'appelle Patrick. En fait, je lis sur tablette depuis un certain temps maintenant. Enfin, je suis un gros lecteur. Bon, je suis enseignant-chercheur, mon métier c'est de lire. Tout ce que je ne trouve pas en fait en numérique, je continue à l'acheter en papier. Mais mon premier choix, c'est d'acheter du livre numérique pour la simple et bonne raison que ma tablette est ma bibliothèque maintenant. Je dois avoir 800 livres sur ma tablette. Et j'ai aussi ma bibliothèque papier, mais chez moi. Et quand je me balade, en fait, je me pose plus la question de savoir quel livre j'emmène, quel livre j'emmène pas. Je prends ma tablette. Voilà. Et j'ai tous mes livres récents sous la main. Ah, j'ai un chiffre à te donner. Tu ne pourras pas lire plus de 8000 livres dans toute ta vie. 8000, c'est vraiment ton maximum, même si tu passes toutes tes journées à lire, c'est le maximum. Alors moi, j'ai une tablette et je lis beaucoup plus en numérique qu'en format papier. Ce qui est assez amusant pour une libraire qui vend du livre, mais il faut savoir que je reçois les livres en numérique 2 mois à 3 mois avant qu'ils sortent en format papier. C'est un moyen qu'ont trouvé les éditeurs pour nous faire lire leurs livres. Alors forcément, je n'aurai pas Amélie Nothomb, puisque ça, ils savent que ça va se vendre, donc ça va plutôt être des petits éditeurs ou des petits auteurs. Du coup, c'est cool parce qu'on a l'impression de découvrir des choses que les médias ne parleront pas. Voilà, donc moi, je lis vraiment à 80% sous format numérique. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui préfèrent le numérique au papier? Je vois 2 mains. J'en vois une ici, j'en vois une ici. Bah, moi aussi, hein, je lis énormément sur numérique. Et c'est vrai que le côté la bibliothèque dans la poche, moi j'ai pas mal déménagé depuis que j'ai été étudiant et c'est quand même bien de ne pas avoir 15 cartons comme ça à porter. Et moi, il y a des trucs tout bêtes, mais je suis un peu bigleux. Et en fait, le fait de pouvoir mettre des énormes caractères comme ça quand je lis, j'ai pas besoin d'avoir mes lunettes quand je suis dans mon lit et c'est très agréable. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. T'as pas besoin d'avoir la lumière allumée quand tu Ouais, lis au c'est lit, ça. que la personne à côté de toi dort. Pour moi, c'est Effectivement. un peu pareil que toi. C'est-à-dire que j'ai acheté premièrement la liseuse parce qu'on m'envoyait des manuscrits où je devais faire les couvertures de livres. Et les manuscrits n'étaient pas encore sur format papier. Et de les lire en PDF sur un écran d'ordinateur comme ça, droit devant le clavier, c'était insupportable pour moi. Il fallait que je sois dans un canapé ou dans le lit, par exemple, pour lire. Et voilà, la liseuse me permettait de transporter ce manuscrit et de pouvoir lire pour avoir une idée de qu'est-ce que je vais faire comme couverture. Mais du coup, si je résume bien, en fait, on lit sur numérique pour des livres qu'on ne trouve pas en format papier. Oui, c'est vrai. Mais après, pour contrebalancer, je sais que c'est peut-être pas le C'est cas possible ici. d'avoir le et micro par ici. Comme tu le disais, c'est peut-être ça va pas être le cas des nouvelles générations, mais je sais que tu as des gens qui sont extrêmement attachés au format papier et qui sont vraiment allergiques à l'idée de numérique et Oui, tout. mais Enfin, pourquoi Moi, j'ai découvert une fonctionnalité exceptionnelle sur les liseuses, c'est la traduction, le dictionnaire intégré, qui permet de lire des œuvres en anglais et juste d'avoir le dictionnaire à portée de main, et c'est juste merveilleux. C'est vrai. Ok. Et il y avait une autre main là-haut, mais alors à l'opposé. Ah, toi aussi, tu avais levé la main. Merci pour ce table ronde. J'ai autre chose, moi, à dire. C'est ce que j'ai fait remarquer hier pendant plusieurs conférences, et aussi pour les livres. C'est pour ça, en fait, j'ai une liseuse. Je suis arabophone, je lis en arabe. Il y a beaucoup trop de livres qui n'existent pas en arabe. Donc, en fait, on avait des collectifs. Bon, je suis syrien, qu'on a traduisé des livres en arabe. Là, on parle de 300 millions de personnes qui sont plus ou moins privées de connaissances. Et même dans la numérique. Donc, en fait, moi, je dis que c'est un sujet un peu, peut-être vous avez des réponses, c'est que on trouve des livres en arabe qui sont traduits par des gens, en fait, qui ne sont pas des libraires, pas des maisons d'édition, qu'on ne trouve pas sur format papier. C'est pour ça, en fait. Oui, oui. Pepper et Carotte, tu as une traduction en arabe ou pas? Oui. Ouais. Oui, oui. L'écriture de... Alors, c'est de gauche à droite. Oui.
De droite à gauche, voilà. Je sais que je fais à chaque fois l'inverse. Mais Oui, tu oui. fais le bon chiffre, donc si on Oui, te oui, regarde, oui. tout va bien. On a comme ça quelques langues qui l'ont, et ça demande une attention assez particulière au niveau logiciel. Donc, c'est une des traductions qui est chouchoutée, qui est bien regardée parce qu'elle est très, très efficace au niveau du test pour le logiciel. Mais par contre, pour rebondir sur le côté libre qui est du coup pratique pour la traduction, c'est qu'en fait, avec des œuvres sous licence libre, vous avez le droit de prendre une œuvre et de la traduire sans nous demander notre avis. Bon, à partir du moment où ça reste sur la même licence, dans mon cas, parce que c'est une CC BY SA, mais pas forcément le cas. Toi, c'est pas le cas, par exemple. Mhm. C'est du BY. Sauf les petits comic strips, ils sont en CC BY SA. Ok. Et donc ça, c'est aussi quelque chose, mais ça fait partie des idéaux de la culture libre comme des idéaux du logiciel libre, je pense, le fait justement de supprimer des freins à la diffusion de la culture, à la diffusion des œuvres. Et donc, en l'occurrence, moi, je serais hyper content d'avoir des traductions de certaines de mes œuvres dans d'autres langues. Attends, message subliminal. Vas-y, répète. Mais ça, je ne l'ai jamais dit en public, je crois, mais mon dernier jeu vidéo, Sale Gosse, j'ai eu une personne qui m'a contacté, qui m'a proposé de le traduire en persan. Ce qui n'est pas la première langue que j'aurais imaginé comme traduction, mais si la personne est motivée, ça sera cool. J'ai pas eu de nouvelles encore depuis que je lui ai envoyé les fichiers, donc je sais pas si c'est peut-être démotivé, ce qui ne serait pas surprenant. Mais et ça posera des questions parce que ça se lit aussi de droite à gauche et pour le jeu vidéo, du coup, alors c'est sur Godot, c'est du logiciel libre, ça marche bien normalement, mais bon. Non, mais c'est ça qui est intéressant justement dans cette culture du libre, c'est que si on veut améliorer, je dis améliorer, hein, mais, ou transformer une œuvre, on peut le faire. Et ça me rappelle un peu l'édito que tu as écrit pour le Lama déchaîné numéro 2, où en fait tu disais que des fois tu tombais sur des œuvres, sur des textes, sur des blagues. Oui, alors sur Mastodon, il y a un mot-clé qui circule qui s'appelle microfiction, que j'aime beaucoup lire, et je suis même abonné à ce mot-clé, parce qu'on peut s'abonner à ces mots-clés. Et en gros, c'est les personnes sous la limite de caractère vont faire une petite histoire. Et donc, mon fil est parsemé de personnes qui font des petites histoires. Mais c'est vrai qu'à des fois, voilà, je ne sais pas la licence de ces petites histoires, et ces petites histoires se prêtent à des petites bandes dessinées, comme moi j'en publie de façon hebdomadaire. Donc, j'ai souvent cette friction d'aller demander aux personnes la licence. En dessous, je dis « Ah, elle est chouette, ta petite microfiction, est-ce que je pourrais la mettre en bande dessinée sous cette licence-là » Mais il faut savoir que cette démarche-là, le fait de le marquer, moi, quand je marque ça, en fait, je m'imagine déjà la BD. Et ça va être très frustrant quand la personne me dit « Ah ben non, moi, je le fais pas. » Et c'est arrivé, hein, c'est arrivé plein de fois qu'on me dit « Non, non, moi j'ai pas envie, j'ai envie de garder les droits. Si je fais un recueil, là, je sais pas ce que ça va faire avec toi et compagnie. » Et ça abîme parce qu'on s'est déjà projeté en tant que créateur, moi, avoir toutes les cases, avoir comment ça pourrait être génial. Et quand je vais laisser ce commentaire-là, je ne suis même pas assuré d'avoir une réponse dans la journée. Ça peut être aussi une semaine après ou quelque chose. Donc je ne peux même pas planifier, c'est pour la semaine prochaine, c'est pour dans 2 semaines. Alors que quand des auteurs ou des autrices vont marquer ce CC BY ou CC BY SA, je sais qu'il n'y a pas besoin de demander. Ça réduit toutes les frictions. Tout d'un coup, je sais que le bac à sable est ouvert. C'est-à-dire que je peux même lui faire la surprise, c'est-à-dire de le reprendre, de faire mon truc. Et comme ça, si jamais sur mon écran, ça passe pas, voilà. Parce qu'aussi, quand on demande, quelque part, il y a un engagement. C'est, ouais, si la personne dit, oui, tu le veux faire en CC BY et machin, tu peux pas lui dire, oui, alors bon, je vais expérimenter, et si ça donne rien sur mon écran, bah, je ferai rien. Non, il y a une sorte d'engagement à ce moment-là. Et tout ça fait que, il y a beaucoup de personnes qui croient que, oui, je le mets par défaut, sans marquer de licence, et puis les gens me demanderont. C'est énormément d'efforts, de frustration de demander. Et pour les personnes qui connaissent les licences libres, ça fluidifie énormément ce genre de rapport, surtout sur des créateurs qui sont un peu plus introvertis. Ça, c'est de l'or, quoi. Oui. C'est pour ça qu'à l'April, on a tout un flyer qui conseille de diffuser vos documents sous licence libre. Parce que imaginez une petite histoire à vous dans votre coin qui devient une BD de David Revoy. Voilà, moi je kiffe rien que d'imaginer ça, quoi. J'ai commencé à écrire. Alors, il y avait une question tout en haut et il y a une question devant. Mais du coup, la question tout en haut, ok, d'accord. Je ne sais pas. Oui, c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. Cours pas. Oui, pardon. Pierre-Louis, donc j'ai une question sur comment est-ce que vous pensez pouvoir
Est-ce que c'est nécessaire déjà de le faire, convaincre davantage de libraires et d'artistes à se diriger vers la promotion du libre? Alors, pour les artistes, il y a un de nos camarades qui s'appelle Pouillou, que vous connaissez peut-être parce qu'il est du coin, qui faisait une conférence qui s'appelait, je crois que c'était les droits d'auteur anonymes, où justement il essayait de débunker un peu toutes les croyances et tout le mythe qu'il y a autour du droit d'auteur. Du coup, c'était un peu une conférence qui était dédiée pas forcément aux gens qui sont déjà des artistes établis, parce qu'en général, ces gens-là sont déjà hyper convaincus par le droit d'auteur, même si en général, ils n'en vivent pas, même si en fait, le droit d'auteur les maltraite sans qu'ils s'en rendent compte. C'était plus pour les gens qui... c'est rigolo ce que tu disais sur la micro-fiction, où la personne dit « Ouais, mais si j'en fais un recueil et tout », et Pouillou disait c'est la peur d'être un génie, tu sais. La peur de dire « Putain, mais si mon truc, c'est le prochain Star Wars, et que je l'ai mis sous licence libre, je vais avoir raté ma vie, quoi. » Et alors qu'en fait non, parce que de toute façon, si jamais tu fais un truc qui est vraiment fabuleux, il va devenir hyper connu, et même si tu vas pas toucher, comme David le disait, des royalties sur chaque vente de trucs et tout, en fait, si tu deviens hyper connu, tu peux monétiser ça d'une manière ou d'une autre, en fait. Donc cette question, en fait, elle est, je pense que du point de vue des artistes, encore une fois, s'ils sont déjà dans le système, ça peut être compliqué, mais pour les gens qui n'y sont pas encore, je pense que s'ils avaient vraiment conscience de ce qu'est le droit d'auteur, de ce que ça implique, du peu en fait de gens qui en vivent, et par contre ce que peut impliquer la licence libre, je pense qu'on n'aurait pas tant de difficultés que ça à les convaincre. Pour les libraires et compagnie, c'est plus compliqué parce que justement, c'est des gens qui se placent sur la chaîne économique et qui en vivent plus. Alors en fait, il y a beaucoup de libraires qui en vivent pas et il y a beaucoup de librairies qui ferment, mais si vous voulez, ça semble logique à tout le monde que quelqu'un qui bosse dans une librairie et tout vive de son travail. Pour les auteurs, il y a quand même pas mal de gens qui vont considérer que si t'en vis pas, c'est pas grave, parce que quand même c'est une passion et déjà c'est quand même cool de vivre de sa passion. Ce qui est vrai par ailleurs. Mais par contre, en fait, si voilà, les libraires peuvent faire grève contre Amazon parce qu'il y a les frais de port gratuits sur Amazon qui fait de la concurrence déloyale. Et en fait, les auteurs font rarement grève, quoi. Et on n'est pas habitué en fait, je pense que les gens n'ont pas conscience du fait que les auteurs sont souvent ceux qui gagnent le moins sur un bouquin qui est vendu, en fait, paradoxalement, quoi. Et donc voilà, donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est plus facile de convaincre des artistes que des libraires sur l'art libre. Mais du coup, tu peux peut-être répondre sur le côté librairie parce que tu Alors, es libraire. il y a des éditeurs qui ont fait la grève. Il y a des auteurs en jeunesse qui ont dit qu'ils en avaient marre d'aller faire des ateliers dans des librairies sans être payés. Et donc, il y a eu tout un syndicat à un moment donné où maintenant, les auteurs peuvent se faire payer des prestations en librairie. Donc, ça leur arrive quand même de faire la grève, mais je pense que c'était surtout un certain nombre d'auteurs déjà très connus chez un éditeur déjà très connu. Je vous en parlerai sur le stand de la presse si vous voulez plus de détails. Voilà. Donc, ça leur arrive quand même, mais c'est rare. Mais heureusement que ça leur arrive quand même, parce que le droit de grève en France, c'est accessible à tout le monde, donc il faut en profiter. Ensuite, pour les libraires, mais ils s'en foutent, les libraires, de la licence. Mais alors, total, quoi, ils savent même pas ce que c'est, la licence. Non, mais c'est méchant, mais c'est vrai. Pour le libraire, le but, c'est de pouvoir commander le livre facilement, de le recevoir dans des délais normaux pour pouvoir le fournir aux clients. La licence, ça va lui passer au-dessus, quoi. Des fois, on apprend qu'un éditeur ne paye pas ses auteurs et donc on décide de boycotter l'éditeur. Oui, mais ça va durer 3-4 mois, puis après, ça va être oublié. En ce moment, les libraires, ils sont en train de lutter contre Bolloré, qui a racheté un des plus gros distributeurs, qui est le distributeur Hachette. Voilà, donc là, les libraires, ils sont tous en train de militer pour faire du boycott, pour mettre en avant d'autres choses que Hachette. Mais la licence, je pense pas qu'ils en aient conscience, quoi. Quand je vais parler licence avec des libraires, je leur parle chinois. Quand je leur parle de petits éditeurs, je leur parle chinois. Quand je leur parle d'auto-édition, ils disent « Oh, c'est compliqué, on n'en fait pas ». Quand je leur parle dépôt de bouquins, parce qu'à un moment donné, j'ai voulu mettre les Framabook dans d'autres librairies que la mienne, ils me disaient « Oui, alors on ne connaît pas, il n'y a pas un ISBN ». Alors, l'ISBN, vous voyez les codes barres à l'arrière des livres?
Donc nous, on appelle ça code barre. En librairie, ça s'appelle ISBN. C'est quelque chose qui est composé de 3 chiffres. Voilà. Il n'y a pas d'ISBN sur le livre, donc c'est compliqué pour le référencer sur notre ordinateur et le vendre. Donc voilà, la licence, c'est une goutte d'eau dans le monde des libraires, quoi. Pour rebondir sur l'avantage que des artistes peuvent avoir à faire du libre et l'incitation, déjà, il y a... à partir du moment que c'est libre et que tout le monde peut réutiliser, ça veut dire que l'auteur lui-même peut réutiliser. C'est-à-dire que l'éditeur n'a pas la main mise sur la propriété intellectuelle. Par exemple, pour moi, les Pepper et Carottes, je peux le proposer à d'autres éditeurs, ou même en France, et il pourrait sortir sur 2 éditeurs différents. Ça m'a permis de pouvoir le sortir en Norvège, sans qu'il y ait un problème, sans que l'éditeur norvégien rachète, par exemple à Glénat, les droits. Là, tout le monde peut coexister. Ça m'a permis, moi, en tant qu'auteur, de voir qu'il y a eu ce genre de réunion aussi aux États-Unis pour pouvoir avoir des éditeurs qui le publient. Et puis, ça ne s'est pas fait parce que pour eux, la licence libre, par contre, c'est quelque chose qui brûle, quoi. Donc, je me suis dit, ça, je vais faire en auto-édition. Je vais faire du livre à la demande pour la version américaine. Et là, Glénat aussi me laisse faire. Je fais un artbook de Pepper et Carottes. Pareil, je vais pouvoir le faire. Donc, c'est une liberté personnelle et une tranquillité d'esprit. Après, le syndrome Star Wars, c'est-à-dire que si ça marche beaucoup, à tout moment, il y a aussi le syndrome de l'auteur et de la série canon, qui fait que on peut toujours faire des produits comme des figurines, comme des livres ou comme des choses, et profiter, justement. Si Pepper et Carottes serait connu comme Star Wars, je serais peut-être le premier bénéficiaire de ça. Il y a un truc qui me choque dans le droit d'auteur, c'est que parfois l'auteur va signer un contrat avec l'éditeur. Le livre va exister pendant 1 an, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Puis après, tout va être vendu ou ça va être détruit. Et le livre va être considéré comme épuisé. Et l'auteur ne pourra pas réimprimer son livre chez un autre éditeur parce que les droits appartiennent à l'éditeur number one, quoi. Et ça, je trouve ça terrible dans le droit d'auteur. Et ça arrive Et beaucoup. ça arrive souvent, quoi. Ça arrive très souvent. Et donc, dans ces cas-là, l'auteur doit racheter les droits à l'éditeur, alors que c'est son livre. Alors, je ne dis pas que l'éditeur n'a rien fait. Je vous parlais de mise en page, de relecture, ainsi de suite. Mais c'est son livre. Il est déclaré épuisé par un éditeur et il ne peut rien faire. C'est-à-dire que vous avez vraiment des bouquins qui sont virtuellement morts, hein. C'est des bouquins qui ne sont plus trouvables, qui ne seront plus imprimés, et l'auteur ne peut rien faire. Bon, il peut peut-être racheter des trucs, mais je ne sais pas comment ça se passe. Et, ouais. Oui, je l'entends souvent en festival bande dessinée, des auteurs qui disent « Ah, ça y est, celui-là, il n'était plus imprimé, l'éditeur ne voulait plus, on a dépassé les certaines années sur le contrat où j'ai racheté les droits, donc je vais pouvoir le redémarcher quelque part d'autre pour refaire un recueil, pour faire vivre la série ou quelque chose. » Donc on est là, waouh. Ça, si ce n'est pas un avantage de faire du libre et d'avoir cette liberté-là. Voilà. Après, je pense qu'il suffira, si vous faites de J ou de moi des millionnaires ou quelque chose comme ça, tout de suite, on aura une flopée d'auteurs et d'autrices qui vont suivre le même modèle économique. Si vous voulez capitalisme. commencer, j'ai un stand. Hein, n'hésitez pas. Attends, il faut C'est du aussi dire, cynisme, mais je pense que c'est très réel par rapport au comportement de groupe. Hein. par rapport au stand de J, il faut savoir qu'il est en train, qu'il rentre sur Paris et que tout ce qu'il n'aura pas vendu, il faudra qu'il le ramène. Je ne dis pas ça pour attirer votre pitié, juste pensez à ses vertèbres. Soyez sympa, venez nous voir. Pensez à son dos. Je vois une main. Bonjour, une petite question qui est un peu décalée, mais je me dis si on a encore une minute. Moi, je suis enseignant-chercheur et les livres, du coup, pour moi, souvent, c'est des livres d'enseignement ou de technique. Et quand j'écris des choses, je suis déjà payé par mon université, donc je n'ai pas ce problème de ne pas gagner le SMIC. Mais malgré tout, on voit très peu de livres qui sont vraiment sous licence libre aussi dans le milieu universitaire. Et je voulais savoir si vous aviez des commentaires à faire là-dessus aussi et sur comment on pourrait encourager ça ou qu'est-ce qui Alors, peut-être dit, moi, je suis peut-être un peu extrémiste sur le truc, mais moi, je considère que tout ce qui a bénéficié d'argent public devrait être libre, en fait. Hein. Enfin, moi, je pense même que les films qui sont financés par le CNC et tout, ça devrait être libre. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un truc de socialisation du financement. Et après, une privatisation des profits, quoi. Bon, alors pour les bouquins de sciences, ok, on ne gagne pas des millions dessus, c'est pas un problème monétaire, on est bien d'accord. Mais je pensais pas qu'il y en avait peu, parce que moi, j'ai été doctorant, donc j'ai un peu été dans la recherche, et mon expérience, c'était plutôt que justement, ça fait partie des milieux où les licences libres sont plutôt quand même un peu connues.
Alors, tous les chercheurs, toutes les chercheuses ne les utilisent pas, mais j'avais l'impression que c'était plus répandu qu'ailleurs. Après, si tu me dis que... Ouais, ok. Donc, la réponse était que ce qui est courant, c'est qu'il n'y ait pas de licence du temps. Et c'est vrai que souvent, les gens ne se posent pas du tout la question, en fait. Alors, comment le faire, comment le développer, le faire plus, je ne sais pas trop, à part faire de la vulgarisation, enfin voilà, de faire un peu ce qu'on essaie de faire dans ce genre d'événement, même si c'est vrai qu'on est un peu entre nous, mais bon, après, la vidéo peut tourner, voilà. Donc, J'ai repris le contenu et en changeant vraiment, quelqu'un avait trouvé qu'il y avait trop de phrases dans mon livre et avait fait une version avec juste des listes, avec des points extrêmement résumés. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Je me suis dit, mince, est-ce que c'était vraiment une bonne idée cette histoire de licence libre? Moi, je regrette pas, mais je pense que pour les universitaires, il y a toujours un peu aussi cette peur de se retrouver avec des versions modifiées. Comme aussi les contributions sur Wikipédia, on sait bien que les universitaires contribuent moins à Wikipédia que ce qu'on pourrait imaginer, avec Alors, cette peur de ne pas maîtriser ce qu'on a à son œuvre, quoi. va falloir qu'on conclue, parce Oui. que voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, on vous Ouais. fera. Moi, je veux un juste écran. terminer un truc. Tout document, tout code, tout livre financé par nos impôts doit être libre. Je suis d'accord. On ne se pose pas de questions, c'est Merci libre. beaucoup. Merci de votre attention.